Exemple sur le monopole, exemple numéro 1. Donc on a une entreprise qui est en situation de monopole, on connaît la fonction de demande qui s'exprime à L, donc elle est formulée en fonction des quantités, enfin les quantités demandées, les quantités qui vont être demandées sur le marché sont égales à une fonction du prix, donc c'est-à-dire que le consommateur va déterminer la quantité qu'il souhaite consommer en fonction du prix qui va être proposé par le producteur. On sait que prix, du coup, c'est le prix de vente et Q, ce sont les quantités. Là, on connaît également la fonction de coût total de l'entreprise, qui est égale ici à Q carré plus 3Q. 4 parties dans cet exercice. Première partie, on va étudier les fonctions de recettes, donc recette totale, recette moyenne, recette marginale. On en fera une représentation graphique et puis on s'interrogera sur ce que c'est que l'élasticité consommation. Autrement dit, comment est-ce que le prix a un impact sur le volume des consommations réalisées. Deuxième partie, on cherchera l'équilibre du monopole. Donc on cherchera les caractéristiques du monopole à l'équilibre, autrement dit le prix d'équilibre sur ce marché et les quantités d'équilibre. On fera une représentation graphique, on essaiera de regarder où se situe l'équilibre. On déterminera ce qu'on appelle le surprofit du monopole. Et puis on essaiera d'avoir une estimation du pouvoir de marché du monopole. Est-ce que ce pouvoir de marché est important ou ne l'est pas? Troisième partie, on détaillera les calculs des surplus. Donc on va calculer le surplus du consommateur, le surplus du producteur, le surplus sociétal qui est égal à la somme des deux. Et puis on comparera ce surplus obtenu dans le cadre d'un monopole avec le surplus qu'on obtiendrait avec la concurrence pure et parfaite. On regardera l'écart entre les deux et cet écart en fait s'appelle la perte sèche. Donc on mesurera la perte sèche sur ce marché. Dernière partie, on s'interrogera sur la régulation du monopole. On s'interrogera ici sur les variables qu'on obtiendrait à l'équilibre dans le cas où on impose à l'entreprise une tarification au coût marginal. La tarification au coût marginal, c'est la tarification qu'on a en concurrence pure et parfaite. Donc autrement dit, on a un monopole, mais par exemple par une contrainte légale, on va imposer au monopoleur de tarifer comme s'il était en concurrence pure et parfaite. Et donc on regardera comment évoluent les conditions du marché, autrement dit comment évoluent les quantités d'équilibre et le prix d'équilibre s'il y a cette contrainte. Bien, première partie, première question, on nous demande de rédiger la fonction de demande inverse. Donc en fait la fonction de demande inverse, c'est le prix formulé en fonction des quantités. Donc ici, on va en fait changer l'écriture de la fonction de demande qu'on nous a donnée. La fonction de demande qui est dans le sujet, c'est une fonction qui nous donne les quantités en fonction du prix. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le prix en fonction des quantités. Donc on va prendre l'équation qui nous était proposée, à savoir Q est égal à moins 2P plus 10, et on va tout simplement isoler P, et on obtient P est égal à moins 1 demi de Q plus 5. Une fois qu'on a ce premier résultat, on peut maintenant passer à la question 2 et déterminer les fonctions de recette moyenne et marginale. Donc pour obtenir la fonction de recette moyenne, il faut diviser la recette totale par les quantités, et pour obtenir la fonction de recette marginale, il faut dériver la recette totale. Autrement dit, il faut commencer par écrire la recette totale. La recette totale est égale au prix multiplié par les quantités. Le prix, on vient de l'écrire dans la question précédente. Donc je reprends cette écriture du prix, la fonction de demande inverse, et je vais la multiplier par le paramètre Q. Je développe et j'obtiens moins 1 demi de Q au carré plus 5Q. Une fois que j'ai la recette totale, je peux obtenir la recette moyenne en faisant la recette totale divisée par les quantités. Donc je prends ce résultat-là que j'ai divise par les quantités, j'obtiens moins 1 demi de Q plus 5. Et enfin, la recette marginale est égale à la dérivée de la fonction de recette totale. Donc je vais dériver cette écriture, ce qui me donne moins 1 demi fois 2, donc moins 1, Q plus 5. Je peux aussi passer par une autre écriture. Donc dans le cours, vous pouvez vous référer ici à cette écriture-là. La recette marginale est également égale au prix plus la dérivée du prix multipliée par les quantités. Donc soit vous utilisez la dérivée ou bien vous utilisez la formule qui est ici indiquée. Troisième question, si on fait la représentation graphique de ce qu'on vient de calculer, on a ici en bleu la recette totale. Donc on voit qu'on part de 0, recette totale égale 0, et ici recette totale égale 0.
La raison en est que ici le prix va être égal à 0. Ici ce sont les quantités et là c'est le prix. Donc ici on a une très grande quantité mais vendue à des prix extrêmement faibles. Là on va avoir des très petites quantités vendues mais à des prix très élevés pour obtenir les points qui sont là. Et donc en fait on va avoir un maxima qui ici est hors graphique mais qui est quelque part par là. Et donc on va avoir une fonction de recette totale qui est d'abord croissante, puis les prix atteignant des montants élevé, on va avoir une quantité demandée qui va diminuer. On va avoir ensuite deux droites. Alors ici on a une première droite en rouge, il s'agit de la recette moyenne. Alors cette recette moyenne elle va être importante puisque dans le cadre du monopole, la recette moyenne est égale au prix. Donc ça va nous permettre ici de calculer le prix. La deuxième donnée dont nous disposons à ce stade, c'est la recette marginale et donc qui est ici tracée en vert. Alors attention, j'ai fait le document sur un grapheur et ici nous avons des représentations graphiques qui sont en dehors de R+, donc vous ne tenez pas compte de ces parties-là. Dans votre réflexion, évidemment, on se limite à ce cadran-ci en termes d'analyse. Quatrième et dernière question pour cette première partie, il faut calculer l'élasticité prix. Donc l'élasticité prix, c'est la mesure de la sensibilité de la consommation lorsque le prix varie. Donc la formule est inscrite ici, c'est la dérivée des quantités, puisque ce qu'on veut mesurer, c'est la sensibilité de l'évolution de la consommation. Donc on va dériver la quantité par rapport à un paramètre. Ce paramètre ici, ce sera le prix. Et donc la formule, c'est la dérivée des quantités par rapport au prix multiplié par le prix divisé par les quantités. Alors en l'état, on pourrait se lancer, mais ça nous oblige à refaire la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix. En fait, on dispose déjà d'un certain nombre de choses, et notamment, on dispose d'ores et déjà de la fonction de prix, donc la fonction de demande inverse qui est ici et qu'on va réutiliser ici. Alors, si on prend l'inverse de cette première fraction, on va se retrouver avec 1 sur la dérivée du prix par rapport aux quantités. Autrement dit, la dérivée de la fonction de demande inverse. On peut écrire P' de Q. Donc finalement, pour faire notre calcul, c'est chercher ce ratio-là, moins PQ divisé par quantité multiplié par la dérivée du prix. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Moins 1/2 de Q plus 5, c'est l'écriture de la fonction de demande inverse qu'on a calculée précédemment. Le signe moins reste ici. Les quantités restent ici, et puis ici la dérivée de la fonction de demande inverse, c'est la dérivée de cette écriture-là, donc c'est moins 1/2, dérivée par rapport à Q. On simplifie un petit peu cette écriture-là. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en facteur moins 1/2, donc ici le plus 5 devient moins 10, pour mettre moins 1/2 en facteur. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'ici, on va pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur par moins 1/2. Par conséquent, notre écriture devient moins Q-10 sur Q. On a répondu à la question. On peut cependant vérifier une égalité qui est inscrite dans le cours, à savoir que la recette marginale est égale à 1 moins 1 sur élasticité, on vient de calculer l'élasticité, multiplié par soit la recette moyenne, soit le prix. On se rappelle qu'à l'équilibre, la recette moyenne est égale au prix. Donc on écrive cette formule sous cette forme ou celle-ci, en fait c'est la même chose. Donc ici, si on prend les valeurs de l'exercice, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, si on remplace l'élasticité prix par la valeur qu'on vient de trouver ici, et puis la recette moyenne par la recette totale divisée par Q comme on l'a établi dans la question précédente, et qu'on simplifie cette écriture, on retombe bien sur moins Q plus 5 qui est l'écriture de la recette marginale. Donc effectivement, cette égalité-là, qui est une égalité qui sera systématiquement vraie, eh bien on peut la vérifier dans le cadre de cet exercice. Deuxième partie, on nous demande quelles sont les caractéristiques de l'équilibre du monopoleur. Alors, pour chercher l'équilibre du monopole, il y a deux caractéristiques de l'équilibre qu'on va prendre en compte pour le monopole. Première chose, le prix va être égal à la recette moyenne. Et deuxième chose, la recette marginale est égale au coût marginal. Donc ce sont les deux égalités, ce sont les deux informations qu'on sait à l'équilibre du monopoleur. Alors en fait, on peut redémontrer
cette égalité entre la recette marginale et le coût moyen. C'est ce que j'ai fait ici pour mémoire. Donc on pourrait partir directement en disant le profit du monopole est maximum lorsque la dérivée du profit s'annule. Autrement dit, on a le maximum du profit. Et à ce point-là, eh bien, il y a une caractéristique particulière, c'est que la recette marginale est égale au coût marginal. Je rappelle quand même pourquoi on a cette affirmation-là. Donc le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Lorsque je fais la dérivée du profit par rapport à Q, je vais dériver la recette totale et je vais dériver le coût total. La dérivée de la recette totale, c'est la recette marginale. La dérivée du coût total, c'est le coût marginal. Si je suis à un optimum, alors dérivée là est égale à 0. Si cette dérivée est égale à 0, alors je peux écrire que la recette marginale moins le coût marginal est égal à 0. Si la recette marginale moins le coût marginal est égal à 0, alors la recette marginale est bien égale au coût marginal. Donc on va bien pouvoir utiliser cette égalité pour trouver l'équilibre du monopoleur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le coût marginal et la recette marginale par leur valeur. La recette marginale, on l'a calculée dans la partie précédente, elle était à moins Q plus 5. Et le coût marginal, eh bien, c'est la dérivée de la fonction de coût. La fonction de coût, c'était Q carré plus 3Q. Lorsque vous le dérivez, vous obtenez 2Q plus 3. Ici, on a une équation à une variable, on isole Q, et donc on obtient que la quantité d'équilibre pour le monopoleur sera égale à 2 tiers. Donc c'est la quantité qui va être proposée sur le marché par le monopoleur. Il nous reste maintenant à déterminer à quel prix le monopole va proposer sur le marché cette quantité-là. Alors on utilise du coup la deuxième information qu'on connaît sur l'équilibre du monopole, à savoir que le prix est égal à la recette moyenne. Donc le prix, on a la fonction de demande inverse qui a été calculée initialement, et on sait que c'est moins 1/2 de Q plus 5. Or, on vient de calculer les quantités qui vont être proposées par le monopoleur, ça sera 2 tiers. Donc, on va réinsérer la quantité d'équilibre 2 tiers à l'intérieur de l'écriture du prix, et donc on trouve un prix qui est ici égal à 14 tiers. Donc, le prix sera égal à la recette moyenne, sera égal à 14 tiers. Les quantités à ce prix-là vont être de 2 tiers. Une fois qu'on a le prix, qu'on a les quantités, on peut calculer tout le reste. Donc, le reste, c'est le coût moyen. Alors le coût moyen, c'est le coût total divisé par Q. Donc le coût total, c'est Q carré plus 3Q qu'on divise par Q. Il nous reste Q plus 3. Donc du coup, on remplace Q par sa valeur 2 tiers, sa valeur d'équilibre. Et on obtient donc 11 tiers. On peut également calculer le profit du monopole à cet équilibre-là. Donc pour cet équilibre, on sait que le profit, c'est égal à la recette moyenne moins le coût moyen. Donc ça, en fait, ça va être mon profit moyen, la quantité de profit que je vais réaliser sur une unité vendue. Mais je n'ai pas vendu une unité, j'en ai vendu Q étoile. Donc on va remplacer Q étoile par sa valeur, à savoir 2 tiers. La recette moyenne par sa valeur. La recette moyenne, c'est le prix, donc c'est 14 tiers qu'on va placer ici. Et le coût moyen, on vient de le déterminer à l'instant, ça sera 11 tiers. Donc le profit ici est égal à 14 tiers moins 11 tiers multiplié par 2 tiers, soit 2 tiers. Si on fait maintenant la représentation graphique des résultats qu'on vient de trouver, eh bien on avait déjà dans le graphique précédent obtenu la recette totale qui est ici en bleu, on avait obtenu également la recette moyenne ici en rouge, la recette marginale ici en vert. Ce qu'on vient de rajouter, c'est l'établissement du coût marginal qui est tracé ici en gris. Le point de rencontre entre le coût marginal et la recette marginale, autrement dit ce point-là, va déterminer les quantités d'équilibre. On a déterminé que c'était 2 tiers. Et ensuite, on va projeter cette quantité-là sur la recette moyenne qui est ici et ça va nous permettre de déterminer le prix. Le prix, on vient de le calculer, il est à 14 tiers. Dans la troisième question, on nous interroge sur la détermination d'un surprofit. Alors, qu'est-ce que c'est que le surprofit? En fait, c'est la quantité de profit supplémentaire que le monopoleur va faire parce qu'il n'est pas en concurrence pure et parfaite. On vient de déterminer l'équilibre du monopole et dans le cadre de l'équilibre du monopole, on a vu que le prix était égal à la recette moyenne. Si on avait fait nos calculs ou si la situation de marché avait été une concurrence, si on avait fait nos calculs en situation de concurrence, alors
on serait parti du fait qu'à l'équilibre, le prix est égal au coût marginal. Donc en fait, il va y avoir un écart entre le prix proposé par le monopole, donc qui est ici indiqué PM sur le schéma, et le prix qu'on aurait obtenu en concurrence pure et parfaite, avec un prix de monopole qui est a priori plus important, plus grand que le prix de concurrence pure et parfaite. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'estimer un petit peu ce surprofit ici en jaune? Eh bien, on va chercher à mesurer cette quantité-là en faisant l'écart entre les deux prix en fait, et puis ensuite on multipliera par cette longueur-là pour obtenir la surface du rectangle jaune. Cette longueur-là, c'est quoi? Eh bien, c'est les quantités proposées par le monopoleur. Donc la formule qu'on va utiliser pour calculer le surprofit, donc le profit supplémentaire réalisé par l'entreprise parce qu'elle est en situation de monopole et qu'elle n'est plus price taker mais price maker, eh bien ça va être le prix proposé par le monopoleur moins le prix qui aurait été celui qu'on aurait eu en concurrence pure et parfaite, qui en l'occurrence est donc égal au coût marginal, multiplié par les quantités qui vont être vendues par le monopoleur. Alors le prix du monopole, on l'a déterminé tout à l'heure, c'était 14 tiers. Les quantités à l'équilibre, on l'a déterminé tout à l'heure, c'était 2 tiers. Donc en fait, il nous manque une information pour pouvoir faire ce calcul, c'est la valeur du coût marginal. Donc en fait, on va chercher le coût marginal à ce point d'équilibre. Autrement dit, on va remplacer Q par sa valeur d'équilibre, et sa valeur d'équilibre, on l'a déterminée, c'était 2 tiers. L'écriture de la fonction de coût marginal, eh bien, on l'avait déjà précédemment, c'était 2Q plus 3, et donc on obtient 13 tiers. Par conséquent, le surprofit, le profit supplémentaire obtenu par le monopoleur, ça va être 14 tiers moins 13 tiers, multiplié par 2 tiers, on obtient 2 neuvièmes. Dernière question pour cette deuxième partie, on va essayer d'estimer le pouvoir de marché. Le pouvoir de marché, c'est l'inverse de l'élasticité prix. Donc autrement dit, une fois qu'on a l'élasticité prix, on en prend l'inverse et on obtient ce qu'on appelle le pouvoir de marché, c'est l'indice de Lerner. Ou alors, eh bien, on va calculer l'indice de Lerner et en prenant l'inverse, on obtiendra l'élasticité prix. Alors, petit rappel pour voir comment on va faire nos calculs. On a déjà vu dans cet exercice et en cours que eh bien, la recette moyenne multipliée par 1 moins 1 sur epsilon, autrement dit l'élasticité, ça donnait un résultat et ce résultat, eh bien, c'est le coût marginal. Alors, on peut modifier un peu cette écriture. On sait qu'à l'équilibre du monopoleur, le prix est égal à la recette moyenne. Donc ici, je vais pouvoir remplacer la recette moyenne par le prix. Je vais ensuite eh bien, développer cette parenthèse. Donc ici, on retrouve le prix qui a été multiplié. Les 1 ici sont multipliés par le prix. Donc j'obtiens cette écriture-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître mon indice de Lerner, à savoir 1 sur epsilon. Donc ici, on va avoir le prix divisé par la valeur absolue d'epsilon qui va être égal au prix moins le coût marginal. Et puis on va du coup obtenir 1 sur epsilon en divisant à droite et à gauche par le prix P de Q. J'ai donc cette écriture-là et cette formule à mémoriser, mais qui est obtenue à partir de cette écriture-là initialement. Le prix moins le coût marginal divisé par le prix, ça nous donne l'indice de Lerner. Alors on va calculer l'indice de Lerner dans notre exercice. Il s'écrit donc 14 tiers moins 13 tiers sur 14 tiers. Le prix c'est 14 tiers, on l'a déterminé dans les questions d'avant. Le coût marginal 13 tiers, on l'a déterminé dans les questions précédentes. Il suffit ensuite de résoudre ce calcul-là et on obtient 1/14e. Donc l'indice de Lerner est de 1/14e. Si vous en prenez l'inverse, vous obtenez l'élasticité qui est égale à 14. Alors, est-ce que ce monopoleur a un pouvoir de marché fort ou faible sur ce marché, évidemment? Eh bien, on va tout simplement pouvoir essayer de mesurer ça à partir soit de l'indice de Lerner directement, soit de l'élasticité. Conceptuellement, on se rappelle qu'une élasticité, elle est faible lorsque sa valeur absolue est entre 0 et 1. Cela signifie que lorsqu'il y a une variation de prix, cela a une faible conséquence sur les quantités consommées sur le marché. A l'inverse, lorsqu'une élasticité est forte, donc supérieure à 1, eh bien, on va avoir une très forte sensibilité des individus au prix. Cela signifie qu'une faible variation du prix va amener une très forte évolution des quantités.
Cette élasticité prix, elle est indiquée en valeur absolue dans tout l'exercice, parce que c'est la valeur en fait absolue qui nous intéresse, mais normalement elle est négative. En effet, lorsque le prix augmente, les consommations diminuent. Lorsque le prix diminue, les consommations augmentent. C'est le principe des soldes. Ici, on a une valeur absolue qui est égale à 14. Donc on est très largement au-dessus de 1, et donc ça signifie que l'élasticité est très forte. Quand on a une élasticité très forte, eh bien, le pouvoir du monopoleur est très faible, parce que lorsque le monopoleur, qui est price maker, va augmenter unilatéralement son prix, eh bien, les consommateurs vont se détourner du produit qu'il propose, et du coup, les ventes de notre monopoleur vont s'effondrer. Dans la troisième partie, on est invité à s'interroger et à calculer les différents surplus. Donc il existe le surplus du consommateur, le surplus du producteur, la somme des deux, ce sera le surplus social. Et lorsqu'on a un écart entre le surplus qu'on obtiendrait en concurrence pure et parfaite et le surplus qu'on obtiendrait en monopole, il s'agit d'une perte de surplus et on appelle ça une perte sèche. On va donc calculer ces différents résultats. Dans un premier temps, on va calculer le surplus du consommateur. Alors, le surplus du consommateur, il est obtenu en faisant la différence entre le prix maximum que l'individu peut payer, c'est ce qu'on appelle la disposition marginale à payer, et le prix qui va être effectivement proposé par le monopoleur. On divisera ce résultat par 2 et on multipliera par les quantités. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est la surface du triangle qui est ici. Donc on a bien besoin de connaître l'écart entre le prix maximum que le consommateur est prêt à payer, le prix qui va être proposé par le monopoleur, multiplié par les quantités proposées par le monopoleur. Si on multiplie ces deux longueurs, eh bien on obtiendra la surface du rectangle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le triangle, donc on divise par 2. Si on utilise les données du sujet, eh bien le prix du monopoleur 14 tiers, on l'avait déjà, les quantités 2 tiers, on les avait déjà, il nous reste à déterminer le prix maximum que le consommateur est prêt à payer. Alors pour obtenir cette valeur, on va se retourner vers la fonction de demande inverse. Donc la fonction qui nous donne le prix en fonction des quantités. Quand est-ce qu'un prix est élevé? Lorsque les quantités sont faibles. La rareté crée le prix. Donc on va chercher la valeur de la fonction de demande inverse lorsque les quantités tendent vers 0. Donc ici, on voit que la fonction s'écrit moins 1 demi de Q plus 5. Si Q tend vers 0, cette partie-là, ce membre-là de l'écriture tend vers 0, et par conséquent, le prix maximum que l'individu sera prêt à payer, ce sera 5. 5 qu'on reporte ici dans notre écriture. Par conséquent, dans cet exercice, le surplus du consommateur est égal à 1/9. La méthode que nous venons d'utiliser est en fait une méthode d'approximation. Si on veut aller chercher vraiment le résultat exact, il faudrait utiliser cette autre écriture, cette autre définition du surplus du consommateur qui nous dit que c'est l'intégrale entre 0 et les quantités du monopole de la fonction de demande inverse auquel on va soustraire le produit du prix du monopole multiplié par les quantités du monopole. Dans notre exercice, le prix du monopole et les quantités du monopole sont connus, c'est 14 tiers et puis 2 tiers. D'où ici je réinsère eh bien, 14 tiers et 2 tiers dans cette écriture-là. Je réinsère ici l'écriture de la fonction de demande inverse et je remplace les quantités du monopoleur par 2 tiers. Il me reste ensuite à trouver l'intégrale de cette fonction. Donc je l'intègre ici et j'obtiens moins 1 quart de Q au carré plus 5Q entre les bornes 0 et 2 tiers. Moins, alors 14 tiers multiplié par 2 tiers nous donne 28/9. La résolution de ce calcul nous permet de retomber sur 1/9. Il va s'agir maintenant de calculer le surplus du producteur. Alors là, on a 4 méthodes possibles pour obtenir le même résultat. On choisira la méthode en fonction des informations dont on dispose et du coup le calcul qui nous semble le plus rapide. Premier travail qu'on peut faire pour calculer le surplus du monopoleur, c'est d'utiliser cette formule-ci. En fait, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher l'écart entre le prix du monopoleur et le prix minimum. Donc le prix minimum, c'est le prix que le producteur, le prix le plus petit que le producteur est prêt à accepter pour vendre. Auquel on ajoutera l'écart entre le prix du marché, le prix d'équilibre et le coût marginal de production, on divisera par 2,
et on multipliera par les quantités produites à l'optimum. Alors, le prix ici, on le connaît, c'est 14 tiers, donc on peut le reporter ici. Les quantités, on les connaît, c'est 2 tiers, on peut les reporter ici. Il nous reste à déterminer le prix minimum et le coût marginal. 2Q plus 3, c'est l'écriture du coût marginal. Ce qu'on sait, c'est que le producteur va accepter de vendre si le prix de vente qu'il obtient sur le marché couvre au moins son coût marginal. Donc, on va bien rechercher en fait le minimum du coût marginal. Lorsque le prix sera inférieur au coût marginal, cela signifie que la recette qui sera obtenue en vendant l'unité sera inférieure au coût de production, au coût marginal de production, et à ce moment-là, on sera en deçà du seuil de fermeture, l'entreprise ne produira pas. Donc ici, on va bien chercher le prix, en se disant que ce prix minimum, il est tel que, eh bien, le prix qu'on va obtenir, le montant du prix de vente, sera au moins égal au coût marginal. On obtient le coût marginal, et donc ici, on regarde la limite de cette écriture lorsque Q tend vers 0, et on obtient donc 3. Le coût marginal, on vient de l'évoquer à l'instant, c'est 2Q plus 3, et donc on va chercher la valeur de ce coût marginal pour les quantités d'équilibre, à savoir 2 tiers. Et donc 2Q de 2 tiers plus 3, ça va donner 13 tiers. Pour calculer la même chose, on peut utiliser une autre méthode. Alors le surplus du producteur, c'est également le prix multiplié par les quantités auxquelles on va soustraire les charges variables. Alors ça, du coup, ça nécessite une étude de la fonction de coût. La fonction de coût de cette entreprise s'écrit Q carré plus 3Q. Donc on voit que l'ensemble des membres de l'écriture qui composent cette fonction de coût sont proportionnels aux quantités. Donc ici, on n'a que des charges variables, on n'a pas de coût fixe. Par conséquent, on va remplacer ici P par sa valeur, 13 tiers, on va remplacer Q par sa valeur à l'équilibre, ce sont les deux valeurs d'équilibre, donc ici 2 tiers, et on va chercher le coût variable, mais en fait ici la totalité des coûts sont variables, donc on va reprendre l'écriture de notre fonction de coût, dans laquelle on va remplacer la variable Q par sa valeur à l'équilibre, à savoir 2 tiers. On refait le calcul et on retombe sur la même valeur qu'avec la méthode précédente, à savoir 2 tiers. Autre méthode possible, toujours pour calculer le surplus du producteur. On peut utiliser la formule suivante, donc les quantités à l'équilibre multipliées par la recette moyenne moins le coût moyen. Donc les quantités à l'équilibre 2 tiers, la recette moyenne c'est le prix, et le prix on l'a déterminé à 14 tiers, et le coût moyen il a été déterminé dans une question un peu plus tôt à 11 tiers. On refait le calcul et on retombe bien sur 2 tiers. Et enfin, quatrième et dernière formule et méthode, eh bien, le surplus du producteur est égal à, alors ça c'est le produit du prix du monopoleur multiplié par les quantités du monopoleur, moins l'intégrale du coût marginal entre 0 et les quantités du monopoleur. Alors ici on connaît un certain nombre de données, le prix du monopoleur c'est 14 tiers, donc on va pouvoir le replacer ici. Du monopoleur sont de 2 tiers, on peut les replacer ici. Le coût marginal est égal à 2Q plus 3. Ici, on réécrit la primitive de cette écriture-là. On fait le calcul ici, on obtient 28 neuvièmes. Et donc, on termine notre calcul et on retombe sur 2 tiers. Il reste à déterminer le surplus total. Le surplus total, c'est la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur. Donc, on avait trouvé 1 neuvième et 2 tiers. Donc, ça fait 7 neuvièmes pour le surplus total. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se demander s'il y a un écart entre le surplus sociétal en situation de monopole, qu'on vient de déterminer à 7 neuvièmes, et le surplus de société qu'on aurait obtenu si on avait été en concurrence pure et parfaite. Donc en fait, on va chercher les équilibres en concurrence pure et parfaite, et puis on va comparer ces deux situations de surplus. Alors si on avait été en concurrence pure et parfaite, le prix n'aurait pas été égal à la recette moyenne, le prix aurait été égal au coût marginal. Le coût marginal, on le connaît, c'est la dérivée du coût, on a déjà vu cette écriture-là, et la fonction de demande inverse, c'est le prix, et même chose, on l'obtenait déjà, on l'avait déjà. Donc ici on a une équation avec une inconnue qu'on peut résoudre, et on obtient par conséquent des quantités d'équilibre à 4/5.
Donc si on avait été en concurrence pure et parfaite, alors le prix aurait été... Alors les quantités auraient été de 4/5. Par conséquent, quel aurait été le prix de vente associé? Eh bien le prix en concurrence pure et parfaite est égal au coût marginal. Donc on va prendre l'écriture du coût marginal, vous remplacez par les quantités d'équilibre qu'on vient d'obtenir et on obtient un prix à 23/5. Il nous reste maintenant à calculer les surplus. Alors, le surplus du consommateur, c'est le prix maximum moins le prix de marché divisé par 2 multiplié par les quantités. Donc le prix maximum, c'est toujours 5. Le prix de marché, lui, il a changé maintenant, c'est 23/5 puisqu'on est en concurrence pure et parfaite, divisé par 2 multiplié par les quantités d'équilibre qui sont à 4/5, on vient de le déterminer. Ce qui nous donne un surplus du consommateur à 4/25. En ce qui concerne le producteur, alors j'utilise cette formule-là. On va avoir les quantités d'équilibre qui vont être multipliées par la recette moyenne moins le coût moyen. Les quantités d'équilibre 4/5, on vient de les déterminer, je les reporte donc ici. La recette moyenne, c'est le prix, et le prix, on vient de le déterminer ici à 23/5. Et puis, il nous reste à déterminer le coût moyen. Alors, le coût moyen, on l'obtient en divisant le coût total par les quantités, on l'avait fait un peu plus haut dans l'exercice, et donc on obtient Q plus 3. Donc on va remplacer Q par sa valeur à l'équilibre, à savoir 4/5, et donc on obtient 4/5 plus 3. Vous faites ce calcul et vous obtenez 16/25. Par conséquent, le surplus total de l'ensemble de la société, c'est la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur. Donc ici, on obtient 4/5. Est-ce qu'il y a une différence entre les surplus obtenus avec le monopole et avec la concurrence pure et parfaite? Oui, puisqu'on voit que les chiffres ne sont pas les mêmes. Alors on va essayer de mesurer cet écart. Le surplus en concurrence, c'est 4/5, on vient de l'établir, et le surplus total en cas de monopole, c'est 7/9. Donc il faut qu'on fasse cette différence. Donc je vais mettre sur le même dénominateur, donc je multiplie cette fraction au numérateur et au dénominateur par 9, et ici je multiplie celle-ci par 5, et donc j'obtiens ici 1/45. Qu'est-ce que c'est que ce 1/45? Eh bien c'est la perte sèche, c'est la quantité de surplus qui est perdue du point de vue de la société. Pourquoi est-ce qu'on a cette perte? Eh bien le monopole va pouvoir en fait augmenter le prix de vente de sa production, et la conséquence de cette action sur le prix, vers une augmentation du prix, c'est une réduction des quantités. Autrement dit, on dit qu'on rationne le consommateur. Donc on crée un peu plus de rareté, ce qui permet d'avoir un prix plus élevé. Du point de vue du monopoleur, c'est parfaitement rationnel de procéder ainsi, puisqu'en fait, le monopole va réussir à s'accaparer un surprofit. Quand on regarde ce schéma, on voit bien que le surplus du consommateur lorsque on est en concurrence pure et parfaite, c'est ce triangle. Et donc le surprofit qu'on a calculé un peu plus haut, on voit bien que c'est une partie du surplus du consommateur que le producteur a pu s'accaparer. La perte sèche, quant à elle, elle est visible sur un graphique de ce type-là, c'est le triangle qui se trouve ici. Donc ce triangle mesure la quantité de surplus qui, du point de vue de la société, est perdue. Ici, c'est notre 1/45. Par conséquent, on montre que la situation de monopole, du point de vue du consommateur, n'est pas optimale. En tout cas, elle n'est pas Pareto optimale. Et puisqu'elle n'est pas Pareto optimale, puisqu'elle ne permet pas une allocation des ressources telles qu'on ne peut améliorer la situation d'un individu sans dégrader celle de l'autre, eh bien, les institutions publiques vont avoir pour mission de lutter contre les monopoles. Soit en évitant qu'ils n'apparaissent ou qu'ils restent, soit en imposant aux monopoleurs un certain nombre de contraintes de manière à ce que le surplus qui soit accaparé soit le plus faible possible, voire tendre vers zéro, et surtout que la perte sèche soit la plus petite possible, voire égale à zéro. Alors pour réguler un monopole, on peut dans un premier temps se dire que une institution, l'État, peut imposer aux monopoleurs une tarification. Si vous prenez l'exemple de l'électricité au tarif réglementé, eh bien c'est bien l'État qui va autoriser ou pas des évolutions de ce prix.
Ici, on va imaginer que le monopole a une tarification au coût marginal. Donc le prix est égal au coût marginal, comme s'il était en concurrence pure et parfaite, bien que la situation soit une situation de monopole, et donc on va regarder ce que ça donne au niveau du calcul du profit. Si on a une tarification au coût marginal, cela signifie que le prix va être égal à 23 cinquièmes. On a calculé le coût marginal un peu plus haut. On est en situation de monopole. Donc ça veut dire que nos 23 cinquièmes vont être égales à la recette moyenne. C'est une règle dans le cadre du monopole. On va également connaître les quantités. Les quantités vont être celles qui seraient déterminées par un prix égal au coût marginal, et on l'a calculé précédemment, en cas de concurrence pure et parfaite, on a des quantités égales à 4 cinquièmes. Donc on va avoir ici un équilibre un petit peu intermédiaire, dans le sens où les quantités sont celles de la concurrence pure et parfaite, 4 cinquièmes, le prix va être de 23 cinquièmes, celui de la concurrence pure et parfaite, mais on a un monopole qui tarifie, et donc dans le cadre du monopole, le prix est égal à la recette moyenne, donc ici, la recette moyenne est égale à 23 cinquièmes. Le profit est égal à la quantité multipliée par la différence entre la recette moyenne et le coût moyen. Alors les quantités 4 cinquièmes, la recette moyenne 23 cinquièmes, le coût moyen, eh bien on prend l'écriture de la fonction coût pour les quantités d'équilibre dans ce cas-là, à savoir 4 cinquièmes. Vous faites le calcul, vous obtenez 16 25e. Donc on a bien un profit qui est positif, une entreprise qui est en monopole, à laquelle on impose néanmoins des contraintes sur sa tarification, en prenant une tarification de type concurrence pure et parfaite, et on s'aperçoit que, pour autant, le profit reste positif. En situation de monopole, le profit était égal à 2 tiers. Donc en fait, si vous faites les calculs, vous apercevez qu'on a un écart très très faible sur le profit. Ici, le profit du monopoleur va être réduit, mais d'un montant extrêmement faible. Que ce profit disparaisse, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc ça, c'est l'objet de la dernière question. Eh bien, pour qu'on soit à un profit égal à 0, il faudrait que le prix soit égal au coût moyen. Donc ici, c'est ce qu'on va rechercher. Quelles seraient les quantités proposées si le prix était égal au coût moyen? Alors, le prix, on le connaît, c'est la fonction de demande inverse, et le coût moyen, eh bien, c'est le coût total divisé par Q, donc Q plus 3. On isole Q, et cela donne des nouvelles quantités d'équilibre. Quel sera le prix d'équilibre? Eh bien, on va utiliser la fonction de demande inverse, dans laquelle on va remplacer la variable Q par sa valeur à l'équilibre, à savoir 4 tiers, et on obtient 13 tiers. Quels seront alors les différents surplus? Donc le surplus du consommateur sera égal à 5 le prix maximum moins 13 tiers le prix du marché divisé par 2 multiplié par les quantités à l'équilibre, 4 tiers, on obtient 4 neuvièmes. Quel est le surplus du producteur? Le surplus du producteur est égal au prix du marché moins le prix minimum auquel le producteur est prêt à vendre, divisé par 2, multiplié par les quantités à l'équilibre. On résout cette écriture et on obtient 4 neuvièmes. Alors, la conclusion, c'est quoi? Eh bien, la conclusion, c'est que dans ce cadre-là, par définition, le profit était nul. On n'est donc pas très surpris de voir que le surplus du producteur, dans ce cadre-là, est le plus faible possible. 4 neuvièmes est le résultat le plus petit qu'on a trouvé pour le surplus du producteur. Par conséquent, il est donc peu probable que de manière naturelle, un monopoleur aille choisir ce type d'équilibre. C'est la solution la plus mauvaise du point de vue du producteur, donc l'entreprise n'ira pas naturellement choisir cet équilibre-là. Il faudra donc qu'une institution vienne l'imposer. Le surplus de l'ensemble de la société est alors la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur. Et donc ici, on obtient 8 neuvièmes, ce qui par contre est la situation la plus avantageuse. Et donc, on va voir que les institutions, par conséquent, auront tout intérêt à essayer d'orienter les monopoles vers cette situation-là, ou à imposer aux monopoleurs d'aller vers cette situation-là, puisque, du point de vue sociétal, c'est là que le surplus est le plus grand.